Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où l'on va parler de chair animale. Oui, parce que après avoir vu dans les derniers épisodes en quoi c'était problématique de consommer certains produits dérivés de l'animal, et notamment le lait et les œufs, je pense que c'est quand même important d'expliquer pourquoi est-ce que la chair animale est aussi problématique, et notamment la viande, parce que je voudrais consacrer un autre épisode aux poissons. Parce que certes, du point de vue du spécisme, la problématique, c'est la même, mais comme dans ces premiers épisodes, je m'attache vraiment à décrire des faits sans m'avancer vraiment sur le problème spéciste, politique, éthique qu'il y a derrière, je pense que c'est plus opportun de traiter les deux sujets de manière différente, d'autant plus que les problématiques sont différentes et qu'il y a certaines personnes, beaucoup de personnes, qui sont beaucoup plus sensibles au problème de la viande dans le sens le bœuf, le poulet, le porc, que du poisson parce que on n'a pas trop l'impression qu'une sardine ou un saumon, ça souffre. Et comme il y a énormément de problématiques sur le poisson, je voudrais en faire un épisode à part entière, donc qui ne sera pas traité ici. Alors, sur la viande, on a vu dans les épisodes précédents que les conditions d'élevage des poules pondeuses et des vaches laitières étaient, dans la majorité des cas, absolument pas adaptées à leurs besoins physiques et physiologiques. Je pense que c'est donc plus un secret, et ici c'est la même chose s'agissant des poulets de chair, des bœufs d'élevage, des porcs, des lapins. C'est pour ça que je vais d'abord décrire rapidement leurs conditions de vie dans une première partie, mais comme je sais par expérience que 99% des personnes qui m'entendent parler de ces conditions d'élevage, et sans aucun doute la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, puisque déjà pour avoir fait la démarche de venir écouter ce podcast, c'est que vous êtes un minimum sensible à la question, puisque si vous ne vous intéressiez pas du tout à ça, vous n'aurez même pas cliqué sur le podcast. Donc je sais très bien que la plupart des gens vont se dire non mais moi je consomme que de la viande élevée par un petit producteur dans le Pays Basque qui aime ses truies, qui leur fait des câlins tous les matins, attend qu'elles meurent de vieillesse pour les manger. C'est pour ça que je vais pas faire qu'une partie sur seulement les conditions d'élevage. Dans une seconde partie, j'aimerais expliquer quel est le problème de l'élevage qui serait entre guillemets éthique, et donc je vous expliquerai pourquoi est-ce que les véganes ne consomment pas non plus d'animaux qui sont, de votre point de vue, heureux, qui n'ont pas souffert, qui ont vécu en gros dans la ferme de Bécassine, même si vous y avez effectivement accès. Donc déjà, sur les conditions d'élevage des animaux, comme d'habitude, je mets toutes les sources en barre d'infos, et je précise avant toute chose que je sais, et c'est d'ailleurs un de mes arguments, que si de nombreuses personnes continuent à consommer de la viande venant de l'étranger ou de la viande élevée en batterie ou dans de mauvaises conditions, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. J'en suis complètement consciente. C'est un luxe de pouvoir acheter ce fameux cochon qui vit super heureux chez le voisin. Donc en aucun cas je juge ou je ne critique les consommateurs qui ne peuvent pas consommer cette viande-là. Et je m'attarde juste pas sur ça pour la simple et bonne raison qu'en fait je vais consacrer un épisode entier à cette question de l'argent. Au fait que non, il ne faut pas être riche pour consommer éthique, pour arrêter de faire souffrir des animaux, qu'une alimentation végane et responsable peut tout à fait correspondre à un petit budget et être beaucoup moins cher que certaines alimentations omnivores. Donc ce sera l'objet d'un autre podcast sur le fait que le véganisme sert aussi à lutter contre les inégalités et notamment les inégalités sociales. Donc sur les conditions d'élevage des animaux en France. Déjà, on va commencer par la viande préférée des Français, j'ai nommé le porc, puisque c'est la première consommée. 95% des porcs qui sont élevés en France sont élevés en bâtiment, sur caillebotis, donc littéralement, ils n'ont pas d'accès à l'extérieur, jamais, et ils marchent sur des caillebotis, donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont des grillages, ils se tiennent sur des grillages toute la journée, ils peuvent pas se retourner. Pourquoi sur des grillages, je précise, parce que ça leur sert de litière, du coup, ça évite de devoir nettoyer. Donc ils peuvent pas se retourner, ils peuvent pas changer de position, ils ne peuvent pas se déplacer à leur guise, ils sont littéralement entassés les uns sur les autres, et ça c'est donc 95% des élevages. C'est pas un cas isolé, une vidéo L214 ou quoi, non, c'est vraiment la grosse majorité qui n'a pas accès à l'extérieur ou qui n'a même pas accès ne serait-ce qu'à de la paille en fait. Il n'y a même pas de paille sur les caillebotis. Comme pour les poules pondeuses, comme n'importe quel animal, les porcs ils ont des besoins qui sont physiologiques, qui sont physiques et littéralement ils ont besoin de foin, de terre, de boue, de se rouler, de se déplacer. Mais bien sûr c'est impossible quand vous êtes élevé sur caillebotis dans des bâtiments qui sont surpeuplés. Et vous vous souvenez ce qu'on a vu avec les poules quand on est des animaux entassés les uns sur les autres.
à qui on nie des besoins les plus primaires tels que l'accès à la lumière, le droit de se déplacer, etc., ils deviennent fous, on développe des troubles du comportement, ce qui est normal, et du coup ils se mangent les uns les autres, s'arrachent la queue, etc. Pour éviter tout ça, parce que c'est pas rentable, on leur lime les dents, on leur coupe la queue, et je précise d'ailleurs que la queue et les dents, c'est pas couper des cheveux, d'accord? C'est exactement la même chose que si on vous coupait un pied, ça leur fait mal. Et c'est systématique, c'est ce qu'on fait dans tous les élevages de ce type, et ce malgré les condamnations de l'Union européenne. Je vous mettrai en barre d'infos, il y a eu des condamnations qui sont récentes, donc c'est bien pour vous montrer que ça arrive encore tous les jours aux porcs qui sont élevés en France. Ils sont engraissés ensuite, parce que bien sûr on va pas vous donner un petit porc qui est tout maigre, etc. Donc ils sont engraissés, ça les rend malades, et tout ça réunis, donc toutes ces conditions de vie, le fait qu'ils mangent trop, qu'ils ne peuvent pas faire d'exercice, qu'ils ne peuvent pas bouger, etc., ça fait qu'à l'âge de 6 mois, ils peuvent déjà être envoyés à l'abattoir, parce que de toute façon, ils mourraient après. Alors que dans des conditions de vie normales, ils auraient pu vivre jusqu'à 15 ou 20 ans. Donc vous voyez un peu la différence entre 6 mois, 15 et 20 ans. Bien sûr, à la naissance, ils sont séparés de leur mère, et d'ailleurs, leur maman, on peut en parler un petit peu, puisque les truies, elles, donc leur but, c'est de créer des porcs, qu'ensuite on pourra consommer. Elles sont inséminées 2 fois par an, d'accord, pour qu'on ait des naissances assez fréquentes. Et toujours, donc toujours dans 95% des élevages, elles sont gardées en cage pendant tout le temps de la gestation. Et ensuite, toute la mise à bas, et ce jusqu'à ce qu'elles soient réinséminées, elles sont aussi en cage. Donc en gros, elles sont en cage la totalité de la moitié de l'année, donc la moitié de leur vie, dans des cages qui font la taille de leur corps. Donc elles ne peuvent pas se coucher, elles ne peuvent pas se retourner, elles mettent bas à leur porcelet dans ces conditions, et on la remet dans un enclos qui va être surpeuplé avec d'autres truies jusqu'à ce qu'elles soient réinséminées et repartent dans sa cage. Encore une fois, 2 gestations par an, c'est pas du tout naturel, vous savez bien que le corps d'un animal n'est pas fait pour ça, et c'est pour ça que la durée de vie des truies est d'environ 3 ans. Quand elles ont 3 ans, elles sont envoyées à l'abattoir et pareil, dans des conditions normales, elles auraient pu vivre pendant encore 15 ans. Donc tout ça, ce sont les conditions d'élevage des porcs. Mais on consomme bien sûr d'autres animaux, on peut consommer par exemple du lapin. Donc là, pareil, si vous pensez que parce que vous achetez votre lapin chez le boucher, il a vécu de manière heureuse et épanouie dans un champ de blé, non, 99% des lapins en France vivent toute leur vie en cage. L'âge d'abattage, il est de 2 mois et demi, et la plupart vont mourir avant parce que, encore une fois, c'est pas naturel pour un lapin de vivre en cage, c'est pas du tout fait pour leur corps de rester assis en fait toute la journée dans une cage qui fait la taille de leur corps, donc ils meurent avant, ils sont victimes d'infections, de nécroses, etc. Je voudrais aussi parler du foie gras avant de passer aux animaux bien traités, entre guillemets. Je sais qu'il y a déjà beaucoup plus de monde qui est sensible au cas du foie gras, et c'est normal, on est beaucoup plus au courant depuis beaucoup plus longtemps. L'industrie a été obligée d'être transparente en fait sur les conditions de production, parce que pour pouvoir nous faire manger un foie malade, il fallait nous expliquer un peu comment ça s'était passé. Donc voilà, on nous a dit tout simplement, vous inquiétez pas, on a juste mis un tuyau de 30 mètres dans l'œsophage d'un caneton, avec une petite pompe hydraulique, ou pour les plus chanceux, une pompe pneumatique. Ça a permis le gavage du foie, il a augmenté de 10 fois son volume, et ça a provoqué une stéatose hépatique, cette maladie qui fait que le foie devenu foie gras a ce goût délicieux. D'ailleurs, je précise que ce sont des canetons mâles dont on prend le foie, hein. Celui des femelles, il sert à rien, il est beaucoup trop petit, il y a beaucoup trop de nerfs, donc elles partent à la broyeuse dès la naissance, comme les poussins mâles dans le cas des poules pondeuses. Donc faut aussi penser que si le foie gras il est cher, c'est parce que ça coûte cher à produire, le gavage, le processus du gavage, etc. est cher, mais c'est aussi parce qu'il y a de nombreuses pertes, parce que pendant la période de gavage, il y a beaucoup de canetons qui meurent parce que en fait on augmente de 10 fois la taille normale de leur foie. Forcément, ça crée des maladies qui font qu'ils meurent. Si vous avez déjà vu les vidéos de gavage, on remarque que même outre l'acte de les gaver, il y a une position dans laquelle ils sont. Ils sont dans une cage avec juste leur cou en fait qui dépasse, qu'on tord pour que ça atteigne directement avec le tuyau leur gosier. Donc même s'ils sont super souples, c'est pas super agréable, et avoir son cou tourné à 180 degrés pour se faire enfoncer un tuyau dans le gosier, c'est pas génial. Donc voilà, c'était juste pour préciser pour ceux qui disent non mais c'est super naturel le gavage pour le foie gras, c'est comme l'engraissage des oiseaux avant la migration. Non, pas du tout. Le foie d'un oiseau qui s'engraisse volontairement avant de migrer, il augmente pas 10 fois, il devient pas malade et l'animal n'en meurt pas, il souffre pas de diarrhée, d'allaitement jusqu'à ce qu'il meure, etc. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et là encore, comme pour le fromage, en fait, il existe des substituts, c'est-à-dire qu'il y a quand même des compagnies qui s'embêtent à préparer du faux gras. Il y a plein de marques qui en font pour tous les goûts, avec plein d'ingrédients différents, donc adaptés à tous les goûts, à tout.
Et il a peut-être pas, ok, exactement le même goût que le foie gras. Mais si ça peut éviter un truc aussi cruel, pourquoi ne pas s'en contenter? Ça a exactement la même texture, vous pouvez toujours faire des beaux toasts avec, lui donner vraiment la même apparence, faire le même effet que ça fait à Noël, etc. Donc oui, ok, ça n'a pas l'exact même goût du foie gras que vous avez mangé toute votre vie. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Ou en tout cas, est-ce que c'est assez grave pour nécessiter de continuer à engraisser, c'est le cas de le dire, cette industrie qui, désolé, mais voilà, est cruelle et joue sur les traditions, sur la culture française, sur le fait que ce soit de la gastronomie, que les consommateurs doivent entretenir, alors qu'elle peut très bien être entretenue autrement. On peut très bien fêter un super Noël avec un foie gras qui a exactement la même tête, 99% le même goût, la même texture et juste ne nécessite aucune souffrance. Donc, comme je vous le disais sur le fromage, pour le foie gras c'est pareil, il faut juste s'ouvrir un peu à de nouveaux produits, pas faire la grimace quand on vous dit bah oui c'est un substitut qui est fait à base de levure maltée et de noix de cajou, comme si c'était horriblement dégoûtant de faire un foie gras à base de noix de cajou à côté de ce que vous aviez l'habitude de manger, c'est-à-dire un foie atteint de stéatose hépatique, juste. Et si c'est une pratique qui est interdite dans de nombreux pays européens, dans de nombreux pays d'ailleurs, parce que c'est une pratique assez européenne, c'est bien pour une raison, donc je pense qu'on y arrivera très vite, donc autant faire marcher l'industrie du faux gras dès maintenant pour que le jour où ce sera interdit en France, ils aient réussi en fait à nous reproduire exactement le même goût. Et ils vont y arriver, je veux dire, c'est facile aujourd'hui de reproduire des goûts, donc voilà, on aura quelque chose qui aura le même goût, mais pour ça il faut faire marcher ces industries, et pour ça il suffit juste de ne pas acheter des foie gras malades. Donc voilà, on pourrait parler encore des poulets, du bœuf, du veau, mais comme j'ai déjà parlé des conditions de vie des poules pondeuses et des vaches laitières dans les autres podcasts et de toutes les problématiques qui sont exactement les mêmes, si ce n'est que le veau vit littéralement en cage toute sa vie, je m'y attarderai pas ici puisque vous aurez compris, dans 95% des cas, les animaux vivent sur du béton, ne peuvent pas bouger comme ils l'entendent, sont séparés de leur famille, subissent des mutilations et ne peuvent pas répondre à tous leurs besoins physiologiques, physiques, accès au soleil, dégourdissement des jambes. Maintenant qu'on a vu ces conditions d'élevage malheureuses pour 95% des animaux, qu'en est-il du reste? Parce que, encore une fois, je sais que 99% des gens se disent faire partie des 5% qui consomment des porcs et du bœuf élevé en plein air, qui ne mangent de la viande qu'exceptionnellement, quand ils ont pu s'en fournir chez leurs petits producteurs. Alors, comme je vous l'ai déjà dit pour les œufs, la plupart du temps déjà c'est faux parce que beaucoup de personnes ont bonne conscience en achetant au bio ou chez le boucher. Mais encore une fois, viande du boucher ou viande de la Biocoop, ça veut absolument pas dire viande bien élevée. C'est marrant ça parce que tout le monde pense toujours qu'acheter en boucherie plutôt qu'en supermarché, ça veut dire que le boucher, il a regardé son lapin grandir, il a attendu qu'il meure de vieillesse pour le vendre et tout ça. Mais non, ça n'a rien à voir déjà. Donc faut sortir cette idée-là de la tête. Ensuite, quand bien même, c'est comme pour les œufs, est-ce que quand vous dites consommer que de la viande responsable, vous comptabilisez bien toute la viande, c'est-à-dire les produits industriels, le restaurant, les repas chez les amis, des petites choses comme des lardons, le sandwich à la boulangerie, la quiche à la boulangerie, ça aussi ça compte dans la viande. Et quand on dit non mais je consomme que de la bonne viande, ok mais c'est quand la dernière fois que tu t'es acheté un jambon beurre, une quiche au restaurant? Parce que tout ça, c'est pas de la bonne viande, ou en tout cas ce que vous considérez comme de la bonne viande et que vous pensez acheter éthique de l'autre côté. Donc voilà, faut bien réfléchir à tout ça parce que je sais que souvent on oublie toute cette consommation un peu en dehors de la viande qu'on achète directement nous-mêmes. Et ensuite, est-ce que vraiment, pour de vrai, vous habitez dans le Pays Basque avec un petit éleveur trop mignon qui fait des câlins à ses truies, qui leur lit des histoires le soir avant d'en faire du saucisson quand elles sont prêtes et sont d'accord pour mourir? Est-ce que vraiment vous ne consommez exclusivement que cette viande-là? Si c'est le cas, beaucoup se demandent du coup est-ce que c'est problématique ou pas? Pour répondre à ça, il faut déjà comprendre que cette viande que je viens de détruire, qui représente 5% de la production française, c'est 1% de la production mondiale de viande qui est dans ces super conditions. Parce qu'en France, on a la chance de pouvoir avoir beaucoup relativement de viande qui a cette production. Donc 1% de la population mondiale a accès à cette viande. Donc si on continue à consommer de la viande, mais qu'on ne consomme que de la viande éthique, le reste, les 99% de la population qui consommait l'autre viande, ils vont faire quoi? Est-ce qu'on leur interdit la viande? Parce que bon, faut bien comprendre que s'il y a 1% de la consommation qui consomme cette viande et 99% qui fait le reste, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas parce qu'ils préfèrent manger de la viande qui a souffert et qui donne le cancer. C'est juste que de 1, ça coûte beaucoup plus cher. Créer une viande qui peut gambader dans les prés et manger de la nourriture bio
tout le monde n'en a pas les moyens. Donc déjà, si on n'a que cette viande, ça voudrait dire que les riches auraient le droit de continuer à avoir accès à de la viande, parce que voilà, le reste, ils ne pourraient pas se le payer. Donc en gros, la viande, ça deviendrait un produit de luxe en soi. Donc est-ce qu'on continue à creuser l'inégalité encore plus, au lieu de inégalité entre j'ai accès à de la viande de qualité et j'ai accès à une viande médiocre, maintenant ce serait j'ai accès à une viande de qualité ou j'ai pas accès à une viande du tout, donc 99%, vous ne pouvez pas manger de viande puisqu'il n'y a pas de viande de qualité au prix auquel vous le voulez. Et ensuite, outre l'absence de moyens, le plus gros problème dans tous les cas, c'est l'absence de place en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a 3/4 de notre terre agricole, donc 3/4 qui sont utilisés pour la viande, pour élever des bovins, pour élever des animaux, pour faire pousser des végétaux qui servent à nourrir les animaux. Donc seulement le quart restant sert à nourrir les humains. Donc, vu que notre population, elle fait qu'augmenter, on va être 10 milliards en 2050. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les chiffres de l'ONU. Je vous mettrai les chiffres en barre d'infos, parce que je sais aussi que sur ça, il y a des gens qui réalisent pas, mais on est de plus en plus sur la planète. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment judicieux d'utiliser le quart des terres qui nous restent pour élever mieux les animaux, donc pour les mettre en plein air, etc., ou est-ce que juste en fait on arrête d'utiliser ces terres pour les animaux et on utilise juste les 3/4 qui restent pour nous nourrir, nous, tout simplement les humains? Surtout qu'on a une estimation de la FAO, donc de la Food and Agriculture Organization, qui prévoit que la consommation de viande, elle va doubler d'ici 2050. Ça, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez. Les raisons, elles sont diverses. Il y a notamment le recul de la religion en Inde, qui fait que de plus en plus de personnes consomment de la viande en Inde, l'enrichissement de certains pays, comme le Brésil. La viande, ça va doubler d'ici 2050. Donc si vous faites le calcul, élever des animaux dans des bonnes conditions sur une seule planète, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était peut-être possible il y a 200 ans, mais aujourd'hui c'est pas possible et ça va devenir de moins en moins possible. Et puis, faut bien comprendre que dans la société où on vit, c'est pas une société de chasseurs-cueilleurs, où chacun chasse sa viande, donc elle peut bien vivre et puis on la chasse quand on a faim, etc. Non, la viande aujourd'hui c'est une marchandise. C'est une marchandise, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Donc on vit dans une société qui est capitaliste. Les animaux, ce sont des produits marchands, au même titre qu'un iPhone, que des chaussures et qu'un ordinateur. Donc une exploitation animale heureuse, elle pourrait pas avoir lieu dans des conditions de compassion, puisque aussi gentil et bien attentionné que peut être un éleveur, ça reste son métier, il doit se faire de l'argent. Qu'il produise donc à moindre coût et sur une planète qui ne fait qu'augmenter, où la demande ne fait qu'augmenter, c'est plus possible, ça coûte trop cher en fait. Ce genre d'élevage, il est voué à disparaître. Et ça, il faut bien le comprendre. Je pense que c'est crucial parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas, que ce sont les éleveurs qui sont en train de devenir victimes de ce système. Et on pense toujours que les véganes, ils sont contre les éleveurs, qu'ils les détestent. Et pas du tout en fait. Pour la plupart des familles, encore aujourd'hui, consommer des produits animaux tous les jours, c'est normal. Et encore une fois, je blâme personne, mais c'est normal pour beaucoup de personnes de consommer du lait ou de la viande ou des œufs tous les jours. Les éleveurs, même s'ils partent d'une bonne intention, ils sont condamnés pour survivre aujourd'hui à devoir produire toujours plus, puisqu'on est toujours plus, que les gens veulent toujours plus de produits animaux et qu'ils veulent toujours du moins cher. Et ils auront forcément à côté des concurrents moins chers qui réussiront en élevant des porcs sur caillebotis, tout simplement. C'est pour ça qu'encore une fois, même les éleveurs qu'on voit comme des tortionnaires sur les vidéos L214, etc., je vois toujours des commentaires horribles, genre oui, ce sont des bourreaux, sans cœur, des tortionnaires, heureusement qu'il y a des gentils éleveurs à la campagne, etc. Mais en fait, même ceux-là, ils font que répondre aux exigences d'un marché qui n'existerait pas si nous, on consommait autrement. Parce que c'est le consommateur qui crée le marché, et pas l'inverse. Donc c'est pas eux qui sont odieux de torturer des animaux, c'est le consommateur qui demande ces animaux et l'éleveur qui doit y répondre en fait. Et je pense que ça c'est plus à prouver, que c'est bien la demande qui crée le marché et pas l'inverse. Donc petite parenthèse, je ferai un podcast sur l'importance du boycott parce que je sais que même si on arrive à se responsabiliser, à comprendre que c'est nous, nos achats qui font le monde et qui sont politiques, qu'en fait chaque achat et chaque non-achat est un geste politique, je sais à quel point des fois c'est frustrant. On est tenté de se dire oh là là, moi j'ai abandonné le fromage et mon voisin il fait une raclette tous les jours, etc. Donc je sais que c'est frustrant et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas le poids du boycott, le poids qu'on peut avoir, nous, avec notre consommation à l'échelle individuelle. Et je ferai donc un podcast à part entière sur ça. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas une masse. Et attention, je blâme absolument pas le consommateur, puisqu'encore une fois, c'est la société dans laquelle on vit qui fait ça. Ce sont les lobbies, ce sont ceux qui nous ont fait croire que pour avoir une culture française, une tradition française, on était obligé de manger du foie gras et du saucisson à tous les repas, et que si jamais on se mettait à manger un saucisson qui était fait à partir de plantes et qui n'avait pas pollué et pas fait souffrir, alors là, tout d'un coup, ça serait totalement différent, on n'aurait plus de vie sociale, etc. Tout ça, c'est pas la faute du consommateur, c'est la faute des personnes qui ont l'argent
pour le faire croire aux consommateurs. Mais c'est très facile à déconstruire et une fois qu'on a compris tout ça, vous allez voir qu'en fait on peut tout à fait consommer d'une manière éthique tout en ayant une vie sociale, tout en ayant des amis, tout en ayant une famille, tout en fêtant Noël. Et il faut aussi comprendre que votre viande, qu'elle ait été heureuse ou pas, elle a pollué. La production animale, c'est quand même 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc peu importe que votre viande, elle ait été heureuse, elle ait gambadé et qu'elle soit morte de vieillesse, il reste qu'elle a été créée pour devenir un steak. Et donc qu'elle a été créée, qu'elle a fait une masse de viande en plus, une masse bovine ou de lapin qui a utilisé tout autant d'eau et donc qui a pollué nos terres, pollué nos cours d'eau. Et je rappelle qu'un bovin, c'est 100 litres d'eau par jour. Un kilo de porc ou un kilo de poulet, c'est 4000 litres d'eau. Donc imaginez que quand vous achetez un kilo de porc, vous achetez en fait avec 4000 litres d'eau. Donc rendez-vous compte de ce que c'est, 4000 bouteilles d'eau. Et encore, je parle même pas de la viande qui provient de l'étranger, puisque voilà, la déforestation de l'Amazonie, c'est l'agriculture. L'agriculture qui sert à nourrir des bovins. Et puis que votre viande, elle ait été heureuse ou non, elle a été nourrie. Elle a été nourrie donc avec de la nourriture et de l'eau. Et on vit dans un monde où il y a quand même des gens qui meurent de faim. Il y a quand même 1 milliard de personnes qui sont en sous-nutrition. Et c'est pas dû à un manque de nourriture, mais c'est dû à une mauvaise répartition, qui, elle, est due à des choix politiques, à des choix liés à l'argent, etc. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix politiques ? Parce qu'on a considéré que certaines céréales devaient être réservées à l'alimentation du bétail et pas des humains. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus rentable de nourrir une vache avec laquelle on va pouvoir faire je ne sais combien de Big Mac à 6 € le Big Mac, plutôt que de nourrir sans enfants avec juste des smoothies à base d'orge et de maïs, parce que forcément c'est plus rentable. Donc je crois que j'ai fait le tour des raisons que je voulais aborder ici. S'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont sensibles à l'antispécisme, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé, et j'ai pas parlé de l'argument ultime qui est qui est l'homme pour décider quand est-ce qu'un animal naît, quand est-ce qu'un animal meurt. C'est volontaire en fait parce que je consacrerai tout un podcast à l'antispécisme et à cette question. Et il y a beaucoup trop de choses à dire dessus, donc je vais pas m'attarder ici sur ça. Je m'attarde pas non plus sur la question de la santé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ou qui savent, je sais pas comment le formuler, mais que les véganes ne mangent pas de viande pour des raisons et de produits animaux pour des raisons de santé. Mais je pense pas y consacrer même un podcast sur les impacts de cette consommation sur notre santé, parce que je pense que c'est la porte ouverte à beaucoup trop de contre-arguments, d'incompréhension, et fondés d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non mais je fais ce que je veux avec ma santé, si j'ai envie d'avoir le cancer c'est mon problème, les véganes se mêlent de la santé des autres, de l'assiette des autres, etc. Et on peut très bien être végane et obèse, on peut très bien être en bonne santé avec un régime omnivore, c'est tout à fait vrai, on n'a pas à se mêler de la santé des autres et de l'assiette des autres, par contre on peut se mêler du bien-être des autres et des autres animaux, et c'est pour ça que le véganisme existe. Et voilà, je veux pas qu'il y ait d'incompréhension à ce qu'on pense qu'il existe pour des questions de santé, de régime, de ceci. Donc je pense pas pour l'instant que je ferai un podcast sur ça, à moins que ça vous intéresse. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire et je le ferai avec plaisir, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ça. Mais par contre, comme je vous parle de la pollution qui, soit dit en passant, provoque la mort de plus de 7 millions de personnes par an, je pense que c'est important de mentionner ici l'antibiorésistance qui se développe, et à cause des animaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le fait que tous les médicaments aujourd'hui agissent beaucoup moins bien, qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des remèdes aux nouveaux virus et aux nouvelles maladies, parce que les bactéries sont trop résistantes en fait à ces médicaments. Et pourquoi est-ce que les bactéries sont résistantes aux médicaments ? C'est dû à plein de raisons, mais tout particulièrement et majoritairement au fait qu'on bourre les animaux d'antibiotiques. Parce que comme ils sont dans des conditions d'élevage non adaptées, il faut pallier ça, et pour pas qu'ils tombent malades, on leur donne des antibiotiques. Du coup, les bactéries, depuis le temps qu'on bourre les animaux d'antibiotiques, elles se sont adaptées, et elles deviennent évidemment plus résistantes, et elles permettent donc la propagation de virus beaucoup plus facilement. Je précise, disclaimer, ce n'est pas la seule raison de la propagation des virus, il y en a 1 milliard d'autres, mais là sinon mon podcast va partir beaucoup trop loin. Mais voilà, c'est une des raisons aussi à prendre en compte, que si on arrête la production d'animaux, ça veut dire qu'on arrête les antibiotiques et on facilite ce travail à ce niveau-là. Donc bref, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop virulente. J'ai essayé de rester factuelle parce que, encore une fois, outre les faits, une fois qu'on les connaît, le fait que ce soit ok ou pas de consommer de la viande, je veux en faire un autre podcast, un autre épisode. Donc j'espère que là vous avez juste appris des choses, que ça vous a permis de vous poser certaines questions, de déconstruire certaines choses peut-être. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me poser des questions et surtout à vous abonner. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très très vite.